Donc là, pour apprécier la sévérité d'une crise d'asthme, c'est très important. Donc pour voir est-ce qu'elle est légère, modérée ou sévère, vous allez voir que l'intensité va en augmentant de la légère jusqu'à la sévère. Donc on va prendre en considération la dyspnée, l'élocution, un enfant qui n'arrive pas à parler correctement, qui ne fait sortir que quelques mots, c'est que c'est un enfant qui est grave, qui n'est pas bien. Le tirage, la fatigue, la coloration, quand il est rose, c'est bon, quand il va commencer à cyanoser, ça devient sérieux. L'auscultation est là, remarquez, quand vous avez un thorax peu bruyant, ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui s'améliore, mais c'est un enfant qui s'est épuisé. D'accord? Faites attention, quand il a dépassé tous les stades-là et qu'il commence à avoir un thorax peu bruyant, c'est qu'il s'est épuisé. Donc ne cherchez pas les sibilants alors que c'est un enfant qui sature à 60%. D'accord? La fréquence respiratoire, soit elle est normale, soit vous avez une fréquence respiratoire qui est quand même assez importante, il est polypnéique. Fréquence cardiaque aussi, débit expiratoire de pointe post-bêta-2 mimétique. Et vous voyez que là, plus de 75% de la valeur théorique, on est dans les normes. Moins de 50%, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire ça ne marche pas. Et puis la saturation, regardez, quand c'est inférieur à 90%, c'est un enfant qui ne sature pas bien. Le traitement de fond, le but du traitement de fond, c'est que cet enfant ait une vie tout à fait normale. Jusque-là, c'est le traitement de la crise. C'est pour gérer la crise, pour que cet enfant dépasse le cap. Maintenant, vous avez le diagnostic, on a dépassé la phase de crise et il faut qu'on pense au traitement de fond. Et donc déjà, pour proposer un traitement de fond, il faudrait donner un petit carnet à cette famille. Le petit carnet, c'est un asthme qui est persistant. Est-ce qu'il est chronique? Est-ce qu'il fait des crises régulières ou que c'est vraiment des crises de temps en temps? Parce que si c'est un enfant qui fait une crise tous les 2 mois, moi sincèrement, je ne mettrai pas de traitement de fond. D'accord? Une petite crise de temps en temps qui n'est pas très méchante, je ne mettrai pas de traitement de fond. Maintenant, si c'est un enfant qui a des signes chaque semaine, qui en souffre, on voit que la souffrance est là, qui ne s'améliore pas, qu'il tousse tout le temps, donc là, il faudrait quand même prendre les choses en main. Et puis, il faudrait qu'il ait une vie normale. C'est un enfant, avant les asthmatiques, vous avez des enfants asthmatiques qui disent mais non, maintenant, on peut vivre avec sa maladie asthmatique. La maladie asthmatique, ce n'est pas une maladie qui est handicapante. On peut être asthmatique et avoir une vie tout à fait normale. On peut être athlète étant asthmatique. D'accord? Donc, le contrôle optimal de la maladie aussi, et bien sûr, avoir une bonne fonction respiratoire en jouant sur l'exploration fonctionnelle respiratoire qui devrait normalement se normaliser avec le temps. Les 4 volets de traitement de fond, c'est éviter les allergènes et les irritants. Donc la première des choses, quand je l'entourage de cet enfant, qui m'a dit, pas de rideau en velours. Je me rappellerai une maman qui a un enfant asthmatique, elle dit, il y a le lin, il y a beaucoup de choses, il y a des trucs en coton qu'on peut proposer et qui ne retiennent pas la poussière. Les velours, ce n'est pas des rideaux qu'on va avoir dans une chambre d'un enfant asthmatique. Comprenez? Il n'y a pas de moquette. La moquette, donc pas de moquette dans les tapis généralement en laine ou les tapis qui sont haute laine, qui sont arad kbar, qui sont la poussière bzaf. Donc il y a des tapis qui sont rasés et qui sont anti-acariens, anti-allergiques. D'ailleurs comme les matelas anti-acariens, comme les housses anti-acariens, tout ça. L'immunothérapie spécifique, c'est des cas précis, quand c'est vraiment un allergène bien défini et quand on a les moyens déjà de le faire, et il faudrait quand même avoir la patience pour le faire. L'éducation thérapeutique du patient et de sa famille, bien entendu, parce que si la famille ne comprend pas la maladie, ça ne va pas marcher. Les médicaments vont être proposés selon la sévérité de la maladie. Donc, la classification de la sévérité de l'asthme, c'est un enfant chez qui on va proposer un traitement de fond ou pas. Donc, si vous avez vraiment des enfants qui ont des épisodes là, c'est-à-dire qui ont la fréquence, il faut voir la fréquence, le bronchospasme, les symptômes intercritiques et l'exploration fonctionnelle respiratoire. Si c'est un asthme épisodique, peu fréquent, moins d'1 à 4 crises, voire 6 par semaine, et le bronchospasme est minime, c'est-à-dire c'est un enfant qui n'est pas très gêné, il n'y a pas de symptômes intercritiques, il suffit qu'il y ait de la crise, un enfant asthmatique, il est bien entre les crises. Et l'exploration fonctionnelle est tout à fait normale, on ne va pas proposer de traitement de fond chez lui. Par contre, dans les 2 cas-là, il faudrait quand même y penser. Le cas, il faudrait y penser. Le cas dernier, il faudrait le faire, parce que sinon, c'est un enfant qui risque de nous faire des crises et de passer, c'est-à-dire de décéder, parce que c'est tellement fréquent et c'est tellement grave. Vous allez voir qu'en passant à l'asthme persistant qui dépasse 1 à 4 voire 6 crises par semaine, on va avoir un effort, un bronchospasme qui est net, c'est-à-dire il suffit qu'il fasse un petit effort, il ne va pas pouvoir supporter. Même sous bêta-2 mimétique, ça ne va pas marcher, ça ne va pas le faire. Et puis les symptômes intercritiques sont là.
derrière la crise d'asthme, et entre les deux crises, 2 à 3 fois par semaine, il commence à tousser, à avoir une rhinorrhée, il n'est pas bien cet enfant. Et puis, il y a un syndrome obstructif à l'exploration fonctionnelle respiratoire et un débit expiratoire de pointe qui dépasse juste les 20% par rapport à la valeur théorique. Donc, on est vraiment loin de ce qu'on devrait avoir. La sévérité de la maladie est évaluée par la fréquence, comme on a dit, de la crise, la fréquence des symptômes intercritiques et bien sûr la réponse au bêta-2 adrénergique qui devient un pain quotidien chez cet enfant et qui ne marche plus chez cet enfant, l'intensité de l'asthme d'effort, l'asthme qui est induit par l'exercice, et puis les données d'exploration fonctionnelle respiratoire. C'est ça ce qui va nous dicter est-ce qu'on va proposer un traitement de fond ou pas à cet enfant. Les indications, dans le stade 1, donc les bêta-2 adrénergiques sont proposés à la demande, donc on va faire que traiter la crise. Les bêta-2 adrénergiques ou les bêta-2 mimétiques, qui traitent la crise. Le stade 2, les corticoïdes inhalés à dose modérée. Donc, et là, 50 à 100 microgrammes, 2 bouffées 2 fois par jour. Le stade 3, la corticothérapie inhalée à forte dose, parce que on est passé à un stade supérieur et donc on peut aller jusqu'à 250 microgrammes, toujours 2 bouffées fois 2. Et les bêta-2 adrénergiques de longue action ou antileucotriennes, si vous avez un asthme qui est incontrôlable, là c'est vraiment le pneumologue pédiatre qui doit faire ça, surtout un asthme à l'exercice. Sachez que le corticothérapie à long terme, normalement, ils n'ont pas de grands effets sur la croissance staturale de l'enfant. On a toujours cette hantise, cette peur d'utiliser la corticothérapie inhalée, mais les études qui ont été faites, ils ont trouvé que pendant toute la durée d'utilisation de corticoïdes, il y a vraiment une perte de taille qui ne dépasse pas les 1 cm. Donc pour ce que c'est qu'on s'en fout, 1 cm, ce n'est pas grand-chose. Il faudrait que cet enfant soit équilibré sur le plan respiratoire. D'accord? Il suffit que l'utilisation soit bien faite parce que c'est des enfants qui utilisent des corticoïdes et donc ça les prédispose à avoir un muguet buccal. D'accord, une candidose. Et donc, qu'est-ce qu'on va proposer chez ces enfants? C'est de se rincer la bouche après chaque utilisation des corticoïdes, tout simplement. La durée du traitement de fin, minimum 3 mois. Donc, on va proposer un traitement de fond minimum 3 mois, parce qu'on ne peut pas proposer un traitement de fond moins. Un traitement de fond, mais on le voit après le premier mois quand même, pour s'assurer est-ce que tout va bien ou là, on devrait augmenter les doses. Donc, on a un minimum 3 mois, je peux dire le point avec la famille et l'enfant. Il est nécessaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, tu prépares la famille. Quand c'est un enfant asthmatique, tu dis il se peut 6 mois, 9 mois, comme 3 ans. Ça dépend de la maîtrise de la maladie et puis contrôlée par les explorations fonctionnelles respiratoires 1 fois par an au minimum. Donc, on a notre EFR initial, le diagnostic. Après, on peut même demander une autre 6 mois plus tard, mais par la suite, ça va être 1 fois par an, surtout si la maladie elle est bien contrôlée. Le montelukast, le singulaire, j'ai mis exprès de mettre le nom parce que sur le marché maintenant, le seul montelukast qu'on propose pour l'enfant, la seule molécule qui est proposée pour l'enfant et qui existe sur le marché, c'est le singulaire. Donc c'est un traitement additif si vous avez un asthme persistant, léger à modéré et qui est insuffisamment contrôlé par les bêta-2 mimétiques. Moi je dirais, si j'ai à choisir entre le montelukast et les corticoïdes inhalés, peut-être que je proposerais plus les corticoïdes inhalés, sauf si j'ai des enfants qui n'arrivent pas à accepter les corticoïdes inhalés chaque jour, parce que les corticoïdes inhalés, c'est un spray qu'on va utiliser 2 fois par jour, des bouffées matin et soir. Quand vous avez une maman qui n'arrive pas à accepter le spray, quand vous avez un adolescent qui a honte d'utiliser le spray devant ses copains, et vous savez très bien qu'il ne va pas le faire, et on va le retrouver en crise sévère. Donc, il vaut mieux proposer le montelukast qu'on va proposer, soit sous forme de sachet chez les tout-petits, qui sont dosés à 4 mg, soit sous forme de comprimés à croquer chez les plus grands, qui sont de 5 mg. Donc, à deux les présentations qu'on peut donner. L'avantage chez le grand adolescent, c'est qu'on peut donner un comprimé à croquer le soir, à l'aise chez lui, il peut prendre son comprimé à croquer, c'est comme s'il avait pris la corticothérapie inhalée. Mais sincèrement, entre les deux, je ne pourrais pas vous dire que le meilleur. Ils sont presque équivalents et je dirais même que les corticoïdes peuvent servir et faire l'affaire. Les montelukast, il est un peu plus cher, mais dans des situations assez précises, on peut le proposer. Je dirais chez l'adolescent, chez les enfants qui n'arrivent pas à prendre la corticothérapie inhalée et quand vous avez un asthme d'effort. Il a toute sa place en matière d'asthme d'effort. Ça marche très très bien, c'est-à-dire un enfant qui fait des crises juste suite à l'exercice. C'est une alternative aux corticoïdes inhalés à faible dose si vous avez un asthme persistant léger. Et des fois, on est obligé de mettre les deux. Quand c'est des asthmes qui sont difficiles à traiter, on peut associer le montelukast à la corticothérapie inhalée.
Et puis, quand on a des enfants voilà, qui sont incapables d'adhérer au traitement par les corticoïdes inhalés, on peut le proposer. C'est un traitement préventif d'asthme d'effort, je l'ai déjà dit, et on va le proposer chez l'enfant de 6 à 14 ans. Ce sont des comprimés à croquer. Maintenant, on a la forme sachet pour les moins de 6 ans, la forme sachet qui sont dosés à 4 mg. Le contrôle de l'asthme, la notion de contrôle, c'est se dire que la maladie est maîtrisée, et ça, c'est difficile. Il y a 3 niveaux de contrôle. Soit un asthme qui est contrôlé, on est à l'aise. C'est un enfant qui fait plus de crises ou fait vraiment des crises très rarement. Il est partiellement contrôlé, donc il y a très rarement, c'est-à-dire il fait des crises mais espacées ou non contrôlées carrément. C'est-à-dire qu'il peut-être même il fait des crises qui sont encore plus sévères. La sévérité est à évaluer initialement et bien sûr évaluer le contrôle sur plusieurs années. Quand vous avez des malades chez qui la pathologie est incontrôlable, on est obligé de les envoyer dans des centres assez spécialisés qui font que l'asthme. Le contrôle total de l'asthme, normalement, devrait passer par l'absence de symptômes diurnes. C'est un enfant qui passe ses journées comme tout le monde. Il ne fait pas du tout de signes qui sont en rapport avec la maladie asthmatique. Les symptômes nocturnes aussi, y compris après l'effort. Même s'il fait un effort physique, il ne va pas s'essouffler, il ne va pas être en détresse, il ne va rien présenter, il ne va pas siffler. Et puis, l'absence de prise de bêta-2 mimétique, c'est qu'il est bien. Il maîtrise bien sa maladie. Et puis, une fonction respiratoire qui est tout à fait normale. Il y a imma à l'exploration fonctionnelle respiratoire s'il peut la faire, il y a imma au débit expiratoire de pointe à l'occasion d'une consultation qu'on peut faire chez soi, il y a imma au cabinet ou à l'hôpital. Les différentes situations de non-contrôle, un asthme contrôlé mais non contrôlable. C'est-à-dire, la famille, elle fait des efforts mais ça ne marche pas. Il faudrait voir, est-ce que c'est l'observance ou à la maman, elle sent qu'elle fait bien les choses mais peut-être qu'elle saute quelques jours, des fois, quand ça fait traitement, elle ne le donne pas. L'utilisation du dispositif d'inhalation, peut-être il ne sait pas l'utiliser et c'est très important. La chambre d'inhalation, vaut mieux pour lui expliquer comment l'utiliser. Il y a une petite valve au niveau de cette chambre d'inhalation. Si elle ne bouge pas, c'est qu'on n'est pas efficace, c'est que l'enfant n'inspire pas son produit. Et ça, c'est très important. Le traitement, peut-être, il est insuffisant. Et là, c'est l'occasion de revoir les enfants tous les 3 mois, peut-être mettre le point sur le traitement. Et puis le facteur annexe, peut-être qu'il y a quelque chose qui est associé à la maladie et qu'on n'arrive pas encore à contrôler ou alors qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, type reflux gastro-œsophagien qu'il faudrait traiter pour pouvoir juguler la pathologie ou alors allergie alimentaire. Asthme difficile à traiter, on va l'envoyer à la consultation spécialisée de l'asthme. L'évolution pronostique, 60% des bébés siffleurs s'arrêtent de siffler vers l'âge de 3 ans. C'est le cas des parents, les nébulisations, la hantise de la maladie asthmatique. Donc ne jamais anticiper les choses. La famille asthmatique ou pas. Il y a de fortes chances, quand il y a 3 bronchiolies chez un nourrisson de moins de 2 ans, il a de fortes chances d'être asthmatique. Mais on ne peut pas être sûr. Il peut s'arrêter de siffler à partir de l'âge de 3 ans, et ça peut faire partie de l'histoire ancienne. D'accord? Donc il ne faut pas s'aventurer et dire que votre enfant est asthmatique. Là, on attend. Le grand enfant, l'évolution dépend du stade de la maladie, mais l'évaluation devrait se faire régulièrement tous les 9 mois. Donc idéalement, revoir le grand enfant tous les 9 mois pour voir est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il fait des crises plus importantes qu'avant. Le milieu socio-économique, donc les facteurs de mauvais pronostic en faveur de la persistance de l'asthme à l'âge adulte. C'est un enfant qui va garder sa maladie asthmatique jusqu'à l'âge adulte. Il y a certains facteurs. Le milieu socio-économique défavorisé. Si vous avez par exemple 12 personnes qui vivent sous le même toit dans une même chambre, forcément ça ne va pas arranger les choses. Vous avez un tabagique là-dedans. Il a trop fait la cigarette. Il va déclencher la crise chez lui. Et donc, ça ne va pas arranger les choses. Donc, forcément, il y a le milieu socio-économique qui va jouer son rôle. Les difficultés d'accès aux soins. Quand vous avez un enfant qui vit loin d'une structure de santé, il suffit qu'il fasse une crise, j'ai fini sur la structure de santé, c'est comme skin. Et puis, le terrain atopique personnel, surtout l'eczéma. La polysensibilisation, c'est-à-dire il y a plusieurs allergènes qui interviennent chez cet enfant. Qu'est-ce que tu vas gérer? 70% des allergènes que tu as testés sont positifs. Qu'est-ce qu'on peut gérer? C'est difficile, c'est un enfant qui aura des complications à l'âge adulte. Et puis la gravité initiale de l'asthme, s'il est très grave, et l'apparition de la maladie ou son aggravation à la puberté. Parce que si ça survient à la puberté, c'est que c'est un enfant qui risque de garder sa maladie à l'âge adulte. Toujours dans les facteurs de mauvais pronostic, quand vous avez un trouble ventilatoire obstructif permanent, c'est-à-dire vous avez tout le temps une exploration fonctionnelle respiratoire qui est pathologique. Là, ce n'est pas normal.
D'accord? Donc c'est un enfant qui risque de garder sa maladie jusqu'à l'âge adulte. La labilité des débits expiratoires lors du nictémère, c'est-à-dire vous faites le DEP d'IELCO le matin et la nuit et vous avez des chiffres qui sont labiles, qui sont différents. L'exposition tabagique active ou même passive. Bon, je ne sais pas, des adolescents qui fument et des adultes qui fument même étant asthmatiques. La cigarette, et ça va aggraver les choses. La profession qui est exposée aux irritants et allergènes. Je peux vous dire que même des enseignants, s'ils sont la craie, ça ne va pas arranger les choses. Maintenant, il y a quelque chose qui le tableau magnétique. Donc normalement, ils devraient oublier tout ce qui est craie. Il y a donc la peinture, il y a certaines professions qui exposent à la maladie asthmatique parce qu'il y a contact avec les allergènes et les irritants. Les conseils importants, c'est maintenir le traitement de fond même chez les sujets se disant asymptomatiques ou à tendance clinique à l'amélioration. C'est-à-dire, je suis le traitement de fond. Un enfant a dit 3 mois, une crise, je dois maintenir mon traitement de fond, peut-être le baisser. La quantité, par exemple, 250 microgrammes, baisser la quantité que je donne, mais la garder sur les 3 mois d'après et voir s'il ne fait pas du tout de crise, penser à arrêter tout doucement. La surveillance régulière clinique de l'enfant et bien sûr l'exploration fonctionnelle respiratoire, même chez les sujets qui sont apparemment asymptomatiques. Parce que c'est l'EFR qui te donne une idée sur sa fonction respiratoire, cet enfant, pour dépister les rechutes ou les détériorations infracliniques à temps. Parce qu'il y a un enfant qui va commencer par détériorer sa fonction respiratoire, cliniquement une crise. Donc il est bel l'EFR, c'est que c'est un enfant qu'il faudrait prendre en main avant qu'il ne déclenche sa crise cliniquement. L'information éclairée sur les facteurs d'aggravation de l'hyperréactivité bronchique, toujours insister bien sûr sur tout ce qui est tabac, sur tout ce qui est exposition professionnelle, sur tout ce qui est entourage aussi, le contact avec les chiens, le contact avec les animaux domestiques. Et puis pour conclure, il faudrait savoir que les problèmes qui sont posés par cette affection, c'est le fait qu'elle soit sous-diagnostiquée. Des fois, un enfant qui nous fait des pneumopathies du lobe moyen, quand je fais le traitement, il y a un traitement, un autre pédiatre, il y a le traitement, on ne prend pas en considération ces pneumopathies à répétition au niveau du lobe moyen. Un enfant qui a une toux chronique persistante, on ne pense pas du tout à la maladie asthmatique, c'est ça le sous-diagnostic. Le sur-diagnostic, il y a il tousse, quand tu es asthmatique. Ça aussi, c'est un problème. L'asthme, on ne peut pas le coller comme ça à n'importe qui. Il faudrait quand même être sûr que c'est bien ça. La peur de la maladie et des médicaments, c'est l'aérosolophobie. À partir du moment où tu as le spray, tu as la maman. Parce que pour elle, c'est comme si c'était, je ne sais pas, une maladie, alors que normalement, on peut traiter. Nécessité d'un traitement de fond, ça c'est très important, parce que pour déjà qu'il y ait une bonne observance, il faut que les parents soient convaincus. L'éducation thérapeutique de l'enfant et de sa famille, c'est très important, prendre le temps d'expliquer la pathologie, nécessiter une surveillance régulière et nécessité absolue de sensibilisation de l'enfant et de sa famille. Et merci pour votre attention.